tous et à toutes, là, donc ici à Salle de Boisy, à l'UQAM, ou encore donc, toutes les personnes également qui se trouvent en ligne aujourd'hui avec nous. Alors, bienvenue à nos estimés collègues, à nos prometteuses étudiantes également qui sont ici sur place, à tous les amateurs de l'histoire de l'art qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, mon nom est Pierre-Olivier Ouellette, co-organisateur de ce colloque intitulé « Études et exercices polysémiques autour d'une œuvre, la France apportant la foi au Wenda de la Nouvelle-France ». Et il me fait plaisir de vous accueillir avec les deux co-organisateurs de cet événement, donc c'est-à-dire Marianne Lontin, ici, à votre gauche, candidate à la maîtrise en muséologie à l'UQAM, et également Dominique Hardy, donc à votre droite, professeur en histoire de l'art à l'UQAM. Alors, si vous me permettez maintenant d'adresser juste quelques mots en anglais pour nos invités anglophones. Donc, welcome to everyone. My name is Pierre-Olivier Ouellette, organizer of this conference entitled Polysemic Studies and Readings Around a Painting, France Bringing Faith to the Wendat of New France. I am pleased to welcome you, along with my two co-organizers of this event, Marianne Lontin, a master's candidate in muséologie at UQAM, and Dominique Hardy, professor in art history at UQAM. Alors avant d'aller plus loin, comme vous venez sans doute de le constater là, en entendant mon accent qui est un petit peu fort là, en anglais, un petit peu, c'est le moindre des choses que je puisse dire. Alors, j'aimerais souligner que ce colloque est bilingue. Heureusement, bon, vous n'aurez pas à m'entendre davantage parler anglais pour le cadre de cet événement. Mon anglais est un petit peu maladroit, puisque, heureusement, on a un service en ligne de traduction simultanée en anglais de toutes les conférences qui sont présentées en langue française. Donc, il est prévu de cette manière que l'on puisse échanger, donc en ressentant le moins possible la barrière de la langue, donc favoriser ces échanges, là, justement, dans le cadre de ces 2 journées qui sont prévues pour le colloque. Et j'aimerais maintenant céder la parole à Dominique Hardy, qui pourra s'adresser directement aux conférenciers anglophones de l'événement, ainsi qu'aux éditeurs en ligne, afin de leur souligner cette traduction simultanée, qu'ils puissent y accéder. Et donc, il va aussi nous faire l'honneur de procéder à l'énoncé de reconnaissance territoriale. Dominique. Alors, je vais commencer à signaler tout l'honneur que je ressens d'être avec Marianne et avec Pierre-Olivier et avec vous toutes et tous. It's a great pleasure for me, as a colleague of Pierre-Olivier's and of Marianne's, to be able to take part in these proceedings. Nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk. Nous honorons, nous respectons et nous reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. We would like to begin by emphasizing that the lands on which we are located are part of an ancestral territory that has long served as a place of life, of meetings, and of exchanges between indigenous peoples, including the Kanien'kehá:ka Mohawk Nation. We honor, we respect, and we recognize those nations that have never ceded their rights, nor their sovereign authority over the lands and waters on which we gather today. And I'll hand the proceedings over to Pierre-Olivier. Thank you. Alors, merci Dominique. C'est également, bon, écoute, pour nous aussi, là, donc un honneur d'avoir réalisé ce colloque avec toi. Et donc, en fait, en parlant de remerciements, bon, il va de soi que justement, un colloque comme celui-ci ne se fait pas tout seul. Donc, j'avais souligné justement Dominique, également Marianne, donc qui ont été vraiment donc très présents dans ce cheminement. Et pour les remerciements, en fait, je vais laisser la parole à Marianne, qui pourra donc ici saluer évidemment tous les organismes qui ont contribué à la réalisation de ce colloque. Et donc, un tel événement n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide financière et le soutien de nombreux collaborateurs. Nous tenons à les remercier chaleureusement.
Nous désirons remercier le pôle culturel du monastère des Ursulines qui, dès les tout débuts de ce projet, a accepté d'y prendre part et de nous accorder les droits d'utilisation du tableau qui se trouve dans leur collection. Nous remercions en particulier le conservateur responsable de la muséologie, M. Arnaud Bessières, qui a aimablement contribué à la diffusion de l'événement. Nous remercions aussi le laboratoire numérique des études en histoire de l'art du Québec, qui a très tôt appuyé ce projet de colloque. Nous remercions à cet égard Dominique Hardy, qui a également joint le comité organisateur de l'événement. Nous désirons aussi présenter toute notre gratitude au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, donc le CRILC, pour sa grande collaboration. Le CRILC a notamment réalisé le design de l'affiche de l'événement, tout comme celui du programme. Nous remercions donc la direction du CRILC ainsi que son exécutif, en particulier Lise Bissoni, Annie Tanguay, Morane Arcan et Benjamin Forget. Nous soulignons également notre association au Centre d'art Daphné, un centre d'art à Montréal fondé et géré par les Autochtones. Nous remercions en particulier sa directrice, Laurie Beavis, qui sera des nôtres plus tard aujourd'hui. Nous remercions aussi la Faculté des arts de l'UQAM qui a offert une aide financière essentielle à la tenue de ces 2 journées. En fait, à l'UQAM, nous avons pu compter sur une collaboration formidable. Nous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir accès à ce formidable espace de la salle des boiseries, mais aussi d'avoir obtenu des conseils avisés lors des recherches de financement. Nous remercions à cet égard Isabelle Caron, conseillère à la recherche et à la création, et Geneviève Garneau, agente de recherche et de planification. Nous remercions le Conseil de recherche en sciences humaines, CRSH. L'organisme subventionnaire fédéral a accepté de financer l'événement proposé par Pierre-Olivier dans son dernier concours de subvention Connexion. Enfin, nous tenons à remercier les membres du comité scientifique qui se sont joints à Pierre-Olivier et moi, soit Joseph Montaigne de University of British Columbia, Gavin Bailey, University Queen's et Yann Lignereux, Université de Nantes, et qui ont réalisé un travail exemplaire pour lire, critiquer, questionner et sélectionner les communications que nous écouterons aujourd'hui et demain. Merci, Marianne. Alors, je vais aujourd'hui, maintenant, vous présenter quelques mots d'introduction concernant ce tableau qui nous permet aujourd'hui d'être réunis, donc que ce soit en salle maintenant ou encore en ligne, donc une œuvre emblématique, incontournable de l'histoire de l'art au Québec, au Canada, et une œuvre, en fait, je dois admettre là, que je suis très enthousiasmé de voir que voilà, l'appel à la communication autour justement de ce tableau a suscité l'intérêt non seulement donc ici au Québec ou encore au Canada, mais aussi de façon plus large, aussi en fait, voilà, de collaborateurs, professeurs, étudiants qui se retrouvent donc autant en France que par exemple en Hongrie. Alors c'est pour le moins formidable d'avoir justement ce dynamisme, cet échange là, qui est proposé à partir d'aujourd'hui. Alors, on compte effectivement donc des chercheurs, des étudiants en provenance de 5 pays pour cet événement qui représente une diversité d'universités et d'institutions de recherche. Et il va sans dire que la situation est pour le moins encourageante et, j'espère, donnera un nouveau souffle dans la recherche portant sur l'art historique en Nouvelle-France. De fait, bien que ce volet de la discipline ait suscité beaucoup d'intérêt aux alentours de la fête du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008, puis que l'exposition Les Arts en Nouvelle-France, présentée en 2012 au Musée national des beaux-arts du Québec, avec son impressionnant catalogue dirigé par Laurie Lacroix, qui a l'honneur, voilà, on a l'honneur de le recevoir aujourd'hui avec nous. Donc, il reste que, malgré justement ces différents jalons, cependant, l'histoire de l'art est demeurée davantage, on pourrait dire, en dormance. Le mot est peut-être un peu fort, mais bon, il reste qu'il y aurait encore énormément à faire. Alors, il semblait nécessaire de redynamiser l'étude de ce patrimoine par de nouvelles recherches, par de nouveaux questionnements. Pour ce faire, j'ai décidé de porter mon attention sur les multiples interprétations et discours possibles à partir du tableau appartenant au pôle culturel du monastère des Ursulines et aujourd'hui présenté dans les salles du Musée national des beaux-arts du Québec. Alors, ce tableau, la France apportant la foi aux Hurons, l'ancien terme justement est encore présent des fois à notre esprit. Donc maintenant, on utilise le mot Wendat. Il y a effectivement donc cette réalité aussi où on doit donc parfois changer des titres. La chose avait été faite en partie il y a quelques années en utilisant plutôt le mot Huron-Wendat. Et aujourd'hui, donc, on considère aussi que les nations autochtones
peuvent justement proclamer leur identité et il faut effectivement, donc à ce moment-là, en tenir compte. Et plutôt que d'utiliser le terme qui serait davantage francisé, le terme occidentalisé pour parler de ce peuple, on y va justement avec le terme qui leur est propre, donc le mot Wendat en tant que tel. Alors, ce tableau, qui est de facture française et qui aurait été peint, donc semble-t-il, aux alentours de 1666, donc est une œuvre bon, qui est connue ici au Québec, bon, dans la réalité internationale plutôt méconnue, on va s'entendre là-dessus, et donc elle demeure assez méconnue malgré le fait qu'elle soit quand même reproduite dans bien des ouvrages consacrés aux arts de la période coloniale française en Amérique du Nord. Et cette œuvre a souvent été interprétée comme une allégorie de la France sous les traits d'Anne d'Autriche, offrant un tableau à un Wendat. Donc, en tenant compte de la réalité coloniale française du XVIIe siècle, ainsi que du mouvement contre-réforme catholique, il est également admis que la peinture reflèterait les pratiques missionnaires des Jésuites auprès des populations des Premières Nations en Amérique du Nord. La mise en abîme du tableau religieux dans le tableau, répondant alors aux stratégies de conversion de cette époque, misant sur l'idée de rendre visible par l'art l'invisible des réalités spirituelles. Alors, si on regarde un petit peu l'historique de l'œuvre, donc on peut déjà, comme l'ont déjà souligné les historiens de l'art François-Marc Gagnon, également Laurier Lacroix dans un texte publié en 1983. Donc, on a un extrait du Journal des Jésuites daté du 20 juin 1666 qui précise qu'une œuvre ayant une finalité historique aurait été réalisée. Donc, l'idée est effectivement de faire un tableau qui marquerait comment les Wendat ont embrassé la foi. Donc à partir de cette découverte, il a découlé donc cette lecture donc selon laquelle l'œuvre aurait été réalisée conformément donc finalement au désir des Wendat tel que écrit par les religieux missionnaires jésuites. Donc s'insère ainsi dans une réalité effectivement de l'ordre de la communauté de l'ordre jésuite. Et cette œuvre, donc par la suite, aurait été éventuellement donc, dans les possessions jésuites jusqu'à ce que éventuellement les jésuites ne soient plus donc présents dans le Canada à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. Et donc, on peut imaginer que le tableau, par la suite, aurait été déplacé de son lieu d'origine pour être plutôt donc, donné aux Ursulines de Québec, ce qui explique que le tableau se trouve encore aujourd'hui dans les collections de cet ordre religieux. Et de fait, les premières mentions qui sont faites expressément de ce tableau se retrouvent dans les archives des Ursulines, mais datent presque du milieu là, du 19e siècle. Alors évidemment, il y a différentes lacunes historiques, différents éléments qui sont encore aujourd'hui donc davantage à clarifier. Donc on va voir si on est capable effectivement au cours de ces 2 journées d'aller plus loin et peut-être d'ajouter des informations. Et bon, il reste que si l'œuvre peinte a fait l'objet de recherches d'écrits présentant de solides argumentations, donc on doit considérer que l'œuvre semble encore pouvoir se livrer à différentes approches. Donc autant des approches, des problématiques, également des lectures permettant de jeter de nouveaux éclairages sur ces multiples composantes, tant matérielles, formelles, iconographiques et historiques. De fait, telle une œuvre ouverte pouvant être soumise à autant de regards distincts, cette peinture du XVIIe siècle présente encore, donc selon nous, une part de mystère et une richesse interprétative sous-exploitée. Par exemple, en 1997, l'historien de l'art Joseph Montaigne examinait le contexte de réalisation de l'œuvre en tenant compte des changements politiques et religieux dans la colonie au moment de la reprise en main de la Nouvelle-France par le roi Louis XIV. De même, plus récemment, donc j'abordais la peinture afin de mettre en relief ses multiples aspects diplomatiques liés tant au contexte politique qu'à son iconographie. Plus encore, différents exercices de recherche et de rédaction menés par des groupes d'étudiants de premier cycle en histoire de l'art à l'UQAM révélaient une multiplicité de pistes et de discours tout autant prometteurs, touchant à des questions relatives aux notions de pouvoir, donc de façon large, la question du pouvoir religieux, royal, économique, colonial, voire même décolonial, etc. La question également de la spiritualité, principalement catholique et autochtone,
ou également la question de l'espace, qui de manière très large peut être vue à travers la question du territoire colonial, de la mère patrie, des lieux représentés, symboliques également, ou encore la mise en abîme. Alors, fort de ces prémices pointant la nature polysémique du tableau La France apportant la foi au Wenda de la Nouvelle-France, il nous semblait désormais essentiel d'investir à nouveau cette peinture dans le cadre d'un colloque. Il va sans dire que ce type d'exercice n'est pas courant en histoire de l'art au Québec et au Canada. De fait, rarement une seule œuvre picturale est offerte à une multitude de chercheurs afin qu'ils en livrent un discours au sein d'un même événement. Ainsi, au lieu de miser sur un large thème comme toile de fond afin d'accueillir une constellation de propositions, nous avons plutôt pris le parti qu'un seul tableau, celui de la France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France, pouvait servir de noyau lumineux commun autour duquel allait graviter les recherches et les interprétations des participants. Alors, à cet égard, je tiens à souligner que quelques publications reprenant ce principe ont déjà démontré tout l'intérêt de proposer diverses perspectives méthodologiques et d'ouvrir de nouvelles perspectives de signification. Par exemple, la collection Masterpiece of Western Painting de l'éditeur Cambridge University Press a proposé la relecture d'œuvres majeures allant de la Renaissance au XXe siècle, telles que le Jugement dernier de Michel-Ange ou encore les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Il demeure toutefois que ce traitement particulier et toute cette attention ont, à notre connaissance, été offerts uniquement à des icônes incontournables de l'histoire de l'art. Donc, on prend ici plutôt un autre parti pris, comme quoi qu'en déplaçant cet exercice vers une œuvre moins auréolée de gloire, peinte par un artiste inconnu de surcroît, bref, en clivage déjà avec l'art déjà légitimisé internationalement, il va s'avérer possible de développer des propos distincts et, je l'espère, d'autant plus significatifs dans la question du contact qui peut être effectué de toute œuvre d'art. De fait, nous croyons et nous espérons que ces études et échanges autour de l'œuvre permettront la mise en place d'un véritable exercice postmoderne misant sur la multiplicité des discours autour d'un même objet. Alors, sur ça, donc, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une œuvre importante qui mérite qu'on la redécouvre. Nous sommes ici pour cette raison et nous espérons donc que ce colloque sera l'occasion d'échanges fructueux pour les chercheurs, étudiants d'histoire de l'art, en histoire, en muséologie, en art visuel, en études autochtones. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon colloque et j'invite Laurier Lacroix donc, à prendre place là, à l'avant-scène afin de présider notre première séance intitulée « L'œuvre mise au foyer, regard rapproché sur l'objet et sa médiation ». Merci. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être présente ici avec vous aujourd'hui pour participer à ce colloque qui vraiment là s'annonce passionnant. Et je remercie le comité organisateur de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur. Dans cette présentation, j'aborde un aspect de la France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France qui touche principalement à sa matérialité. Donc, voilà. Alors, dans cette présentation, nous abordons un aspect de la France apportant la foi au Wendat de la Nouvelle-France qui touche principalement à sa matérialité. Cependant, la restauration, telle que nous la pratiquons aujourd'hui dans le respect de l'intégrité physique et esthétique de l'œuvre, permet à vous, experts, et aussi à toute personne qui la regarde, d'en apprécier désormais les qualités formelles et de l'étudier avec toute justesse. Nous verrons également que la restauration a permis d'élargir nos connaissances de l'œuvre en étudiant la technique et les matériaux employés par l'artiste. Nous pensons donc que cette restauration permet de poser un nouveau regard sur cette œuvre emblématique, qui, je le rappelle, est classée au patrimoine culturel du Québec. La restauration entreprise au Centre de conservation en 2005, grâce à une subvention du Conseil du patrimoine religieux du Québec, s'est terminée en 2008, après environ 1000 heures de travail. Quand nous avions vu le tableau pour la première fois dans la chapelle, afin d'établir un devis pour la restauration, il est accroché très haut
et donc nous n'avons pas pu l'examiner de près. Et la documentation que nous avions alors en main ne nous permettait pas de soupçonner l'étendue des surpeints présents sur les épaisses couches de vernis jauni. C'est donc au moment d'accueillir l'œuvre au centre de conservation et en débutant l'examen et des tests de dévernissage que nous avons constaté l'étendue de ces surpeints et surtout la difficulté à les retirer, car ils sont très anciens. En réalité, ils recouvraient la moitié supérieure de l'œuvre. Nous pensons que ce sont les religieuses. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal avec. Voilà, je vais changer ça. Désolée. Donc, nous pensons que ce sont les religieuses qui ont restauré l'œuvre au cours du 19e siècle. La nudité des angelots dans le haut du tableau et l'usure de la couche picturale dans les parties claires ont sans doute motivé les religieuses à rafraîchir l'œuvre. Parallèlement à l'examen en atelier au premier test, nous avons fait venir du Musée des beaux-arts du Canada des anciens rapports et des planches radiographiques en vue d'établir une histoire matérielle et d'identifier les diverses interventions qui ont eu lieu dans le passé. Il est tout à fait normal qu'une œuvre de 340 ans ait été plusieurs fois nettoyée, dévernie, réparée, retouchée, voire repeinte au fil des années. De connaître ces anciennes interventions nous aide à comprendre ce que l'on observe lors de la restauration. En 1945, le tableau est nettoyé, déverni puis reverni à la Galerie nationale du Canada, donc l'actuel Musée des beaux-arts du Canada, sans doute pour l'exposition dont a parlé Laurier tout à l'heure. Le restaurateur a alors noté que le tableau était très encrassé et qu'un vernis ancien était très difficile à retirer. Il n'a pas pu d'ailleurs le retirer complètement, notamment dans la partie du fleuve. Et l'on voit entre la France et le Wendat, ici, sur le fleuve, là, en fait, à quel point c'est assombri. En 1974, le tableau est de retour au Musée des beaux-arts du Canada pour un examen approfondi. Il est alors radiographié et examiné sous microscope. Ce rapport, réalisé par M. Grant, décrit un état de l'œuvre qui correspond à celui de 2005. Il indique qu'il semble y avoir des surpeints assez étendus sur le ciel, les nuages, le fleuve et les montagnes. Et je vous montre ici à gauche la radiographie. En 1984, le Centre de conservation photographie l'œuvre et le prépare en vue de l'exposition Le Grand Héritage. On fait alors un simple nettoyage de la surface et on ajoute une nouvelle fois une couche de vernis. En 1974, le rapport du Musée des beaux-arts du Canada avait indiqué les surpeints de pudeur sur les angelots. Et l'on voit dans la radiographie à gauche que le corps des angelots est entier, alors qu'ils sont cachés par les surpeints ici à droite. Par contre, le musée n'avait pas vu qu'au niveau des montagnes, il y avait eu un changement de relief. Donc, on voit ici la radiographie à gauche et à droite les surpeints réalisés par les religieuses. Tout à fait en bas, on a effectué une fenêtre de dégagement de ces surpeints afin de s'assurer que la peinture originale était toujours en bon état, ce qui était le cas ici. Ici, je vous montre quelques détails pendant le retrait des vernis et aussi du surpeint brunâtre dans le fleuve. Et d'autres également étaient présents dans la robe de la France. Les religieuses ont sans doute voulu rafraîchir les parties les plus claires de l'œuvre, car il y a beaucoup d'usure dans ces zones, dues à des nettoyages trop agressifs qui ont eu lieu dans le passé. Les parties claires d'une œuvre sont nettoyées plus fréquemment, car la saleté et les vernis jaunis y sont plus apparents et gênants que dans des zones sombres. Ici, ces couches ont été retirées avec des solvants, mais elles étaient quand même, surtout dans la partie du fleuve, elles étaient très résistantes. Dans le bas du tableau, il y avait des surpeints très anciens et très costauds, localisés sous les surpeints réalisés par les religieuses et qui recouvraient des semences. Les semences, ce sont des clous présents sur le pourtour de l'œuvre. Donc, on voit, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans le bas ici, donc il y avait des semences et il y en avait partout, en fait, sur le pourtour de l'œuvre. En fait, ceci indique que le support était déjà rentoilé et monté sur le châssis sur lequel était la toile à ce moment-là, avant que les religieuses repeignent la moitié supérieure de l'œuvre.
Comme la facture du châssis est plutôt du 19e siècle, il est donc fort probable que l'intervention des religieuses ait été réalisée au courant du 19e siècle, mais peut-être même vers 1850 ou un peu après. Maintenant, fallait-il préserver les surpeints anciens en vue de témoigner de l'histoire de l'œuvre dans la communauté religieuse, ou était-il préférable de les enlever et de redonner à l'œuvre son intégrité? Il fallait aussi tenir compte de la facture du tableau. Elle était du 17e siècle dans la partie inférieure, mais du 19e siècle dans sa partie supérieure, ce qui esthétiquement était incohérent. Bien entendu, cette décision ne se prend pas seulement par les restaurateurs. C'est pourquoi nous avons organisé une rencontre à l'atelier en mai 2006 afin d'aider les religieuses à prendre une décision éclairée. On prit part à cette rencontre les historiens de l'art Guy-André Roy, Laurier Lacroix et Mario Bellan. Également, sœur Marguerite Chénard des Ursulines était présente, Madame Christine Chiroux, alors directrice du Musée des Ursulines de Québec, et les restaurateurs du Centre de conservation. Les experts présents à cette rencontre étaient d'avis qu'un tableau de cette importance gagnerait beaucoup à retrouver son intégrité. Le retour à l'original pouvait également apporter à l'œuvre un éclairage nouveau et permettre de révéler des éléments jusqu'alors inconnus. La présente restauration était aussi sans doute une occasion unique de pouvoir réaliser ce travail. Et les Ursulines ont donné leur aval. Donc, ces surpeints très anciens, qui datent sans doute peut-être de la moitié du 19e siècle, étaient réalisés avec du blanc de plomb. Et donc, on ne pouvait pas les enlever avec des solvants. Il fallait travailler mécaniquement. Nous avons eu la chance que sous ces surpeints, il y avait une couche de vernis très ancien et très costaud qui protégeait en fait la peinture originale. Et donc, nous avons pu retirer mécaniquement cette couche avec une fine pointe métallique. On voit ici à gauche donc le changement dans le relief là, qui apparaît. Et à droite, je vous montre un détail d'une couture. Un grand format comme celui-là est constitué de plusieurs pièces de toile assemblées. Et ici, on voit la couture qui est en très bon état et très discrète aussi. Il s'en est suivi un travail méticuleux, tout particulièrement par le retrait mécanique, donc avec cette pointe métallique. Et ma collègue Sophie Roberge a participé à ce travail qui était très long. On distingue ici à gauche, le tableau est tête en bas. Donc, ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas souvent. Alors, on distingue la différence ici entre la couleur du ciel original qui est plus chaude et jaune pâle et celle des Ursulines, le surpeint, qui est plutôt une couleur froide et bleutée. Alors ici, pendant le retrait des surpeints de pudeur sur les angelots, alors on voit que la peinture originale est en très bon état. Également, dans le haut du tableau, on voit ici sous radiographie à gauche qu'il y avait des petites têtes ailées. Et donc, le retrait des surpeints a permis de mettre au jour ces petites têtes. Il y en a environ 4. Ici, on voit toutes les petites feuilles ajoutées par les religieuses. Donc, le détail de droite, on remarque que ces feuilles recouvrent aussi une ancienne lacune dans les couches picturales, ce qui indique bien que ce repeint est beaucoup plus récent que la date de l'œuvre. Enfin, dans le pavillon, dans le navire et le pavillon royal, il y avait dans le pavillon 2 couches de surpeint ancien. Donc, le bleu pâle, dans le bas, on voit très bien là, le bleu pâle, donc c'est le surpeint réalisé par les religieuses. Et dessous, il y avait un autre surpeint vert, encore plus costaud. Et celui-là, il a été retiré sous microscope avec un scalpel. Dessous ce dernier surpeint, il n'y avait pas de vernis directement sur la peinture originale, ce qui laisse supposer que l'œuvre ne possédait plus son vernis d'origine. Donc, elle avait déjà été dévernie il y a déjà bien longtemps. Donc, les vernis présents ailleurs ont été rajoutés plus tard dans l'histoire de l'œuvre. À droite, on voit que le surpeint sur le gréement
du navire reprend fidèlement le gréement original et ce gréement était encore aussi en bon état. L'usure de la couche picturale laisse voir la préparation brune en dessous. Donc, tous ces petits points bruns, c'est la préparation appliquée par l'artiste. La préparation brune participe au rendu des formes et des couleurs. Ici, elle a été laissée volontairement à nu pour dessiner le contour de la main. Cette manière de peindre est fréquente au XVIIe siècle et on la retrouve par exemple chez le frère Luc. Et je rappelle que le tableau a été anciennement attribué aussi à frère Luc. Donc, à droite, il y a un changement de composition apporté par l'artiste. Donc, on voit que le doigt de la France était plus long et l'artiste aurait travaillé cette zone pour le raccourcir. Aussi, j'aimerais dire que la préparation, c'est un élément important aussi dans le rendu des couleurs finales, dans la tonalité de l'œuvre et des couleurs finales. Par exemple, ici, pour la main, l'ombre de la main sur le dessus, l'artiste a appliqué ici une couche très, très fine de carnation, ce qui laisse transparaître la préparation brune et donc, au final, on a le rendu de l'ombre. Nous avons prélevé 7 échantillons pour fin d'analyse à l'Institut canadien de conservation à Ottawa. Leur emplacement est indiqué ici par les points jaunes. Les analyses indiquent que les couches de préparation et de peinture de tous les échantillons contiennent du blanc de plomb et de l'huile sécative. Le blanc de plomb favorise le séchage de l'huile et la solidité des couches. Tous les pigments identifiés dans les échantillons étaient employés au XVIIe siècle. Le peintre a appliqué une double préparation, une première couche de préparation rouge, suivie d'une couche de préparation brune. Les deux couches sont colorées par des terres naturelles, des ocres. La composition de la préparation rouge est semblable à celle des préparations rouges des tableaux de l'école française des XVIIe et XVIIIe siècles. À cette époque, il était commun d'appliquer une seconde couche de préparation colorée, souvent de couleur grise, mais également elle pouvait être de couleur jaune, rouge ou brune, comme c'est le cas ici. On voit dans cette coupe stratigraphique que l'artiste a peint le feuillage par-dessus le ciel. Donc, il a ébauché d'abord son ciel et ensuite, il a ajouté le feuillage. On voit une première couche là, très fine qui contient surtout du blanc de plomb avec un tout petit peu de smalt et la couche supérieure qui contient plus de smalt. Il est possible que dans la couche supérieure, il y ait un pigment organique fugace qui soit présent. Cet hiver, l'Institut canadien de conservation va reprendre certaines analyses pour avoir pour avoir de nouvelles données, pour avoir un peu plus de détails là, au niveau des premières analyses qui avaient été effectuées. Donc, dans les actes, éventuellement, on aura ces informations. Dans les 7 échantillons prélevés, 3 pigments bleus différents ont été identifiés. Ceci indique que l'artiste avait une palette assez variée et que chaque bleu était choisi pour ses caractéristiques propres. L'indigo a été utilisé pour le bleu royal du manteau du Wendat, un mélange de cendre bleue et d'indigo pour le manteau de la Vierge, le cendre bleu étant une couleur plutôt turquoise. Et pour le pavillon, le ciel et le feuillage, le smalt a été employé. C'est un bleu azur transparent. Ce qui explique ici, dans le cas du pavillon, que dessous, il y ait une couche épaisse et opaque, constituée principalement de blanc de plomb avec un tout petit peu de smalt, afin de bloquer la couleur brune de la préparation, pour que celle-ci ne vienne pas jouer dans le rendu final du pavillon. Pour les autres couleurs analysées, les résultats indiquent que la peinture jaune du manteau du Wendat contient du jaune de plomb et d'étain. La peinture rouge du manteau de Jésus, du cinabre ou du vermillon obtenu par sublimation. Et enfin, il y a également un petit peu de laque rouge dans cette couche. Et enfin, la carnation de la France contient du blanc de plomb, des traces de cinabre ou de vermillon obtenus par sublimation et du noir de charbon. Maintenant, j'aborde le support, la toile et le châssis.
Le châssis était de construction peu solide et comme je l'ai dit, il était plutôt de facture du 19e siècle. L'œuvre avait un rentoilage réalisé très grossièrement. La toile dépasse à peine la toile originale et est parfois plus courte que cette dernière. Il n'y avait donc pas de bord de tension suffisamment large par endroits pour obtenir une mise sur châssis adéquate, ce qui explique la pose des semences sur le pourtour de l'œuvre, comme on l'a vu. Et en bas ici, à droite, on voit très bien même qu'il n'y a aucune bande de tension là, pour tendre l'œuvre. Alors en haut à gauche, on voit que la toile, c'est une toile de très pauvre qualité, probablement du jute. Elle est même plus courte que la toile originale, qui est plus foncée ici. Le retrait s'est fait très, très facilement. Donc, ce rentoilage ne jouait plus son rôle de support. Et dessous, il y avait une couche très épaisse de colle animale avec beaucoup de débris. Moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, il y avait des branches de cèdre, de la ficelle, des éclisses de bois. Donc, toutes ces couches ont été grattées à sec au scalpel. Donc, une fois libérées de toutes ces couches non originales, nous avons identifié les caractéristiques du support. Nous avons noté un tracé d'un ancien châssis au revers de la toile, qui semblait de belle construction, avec 2 barres de traverse verticale et 2 barres de traverse horizontale, qui étaient parfaitement centrées sur le support, indiquant que la toile avait son format à peu près intact par rapport à l'origine. Également, je vous montre un détail en bas à gauche d'une des coutures réalisées avec un fil de lin. Donc, une très belle facture, une couture encore en excellent état. C'est une toile de lin, bien sûr, une toile de très belle qualité, tout à fait commune dans ses caractéristiques avec une toile qui était employée au 17e siècle, mais également au 18e. Et je vous fais remarquer cette petite cordelette dans le bas. En fait, il est fort probable que cette cordelette ait servi au premier système de tension de l'œuvre sur un bâti de travail. C'était aussi une façon fréquente au 17e siècle. L'œuvre est d'abord tendue sur ce bâti. L'artiste peut appliquer les préparations et ensuite peindre son tableau. Et une fois que toutes ces couches sont bien sèches, l'œuvre peut être détachée de son bâti, roulée et bien sûr envoyée acheminer par bateau jusqu'en Nouvelle-France. L'artiste doit respecter un temps de séchage entre chacune des couches à l'huile. Donc, il faut aussi réaliser que entre la réception de la commande et le moment que l'œuvre puisse quitter la France, il peut s'écouler 1 an, voire plus. Donc, cette petite cordelette, bien sûr, a été préservée en place précieusement. Donc, ici, pour vous montrer la position des coutures, donc, il y avait 3 lais de toile assemblés. Et le lait central ici correspond tout à fait à la largeur à peu près du métier à tisser. Donc, les coutures sont de la lisière à la lisière de la toile. Et donc, c'est une largeur tout à fait commune au 17e siècle, au 18e siècle. On pouvait avoir parfois des formats un peu plus larges, mais ça, c'est une largeur que l'on retrouve le plus fréquemment. Malgré le bon état de la toile originale, nous avons jugé préférable de doubler le tableau à cause du poids important des couches de préparation et de peinture. Aussi, cette œuvre voyagera sans doute beaucoup, comme ce fut déjà le cas dans le passé. Elle a déjà été exposée en France d'ailleurs. Donc, le doublage était ici une mesure de conservation préventive aussi d'une certaine façon. Le tableau a été retendu sur un nouveau châssis extensible avec un croisillon. L'enlèvement de toutes les couches de vernis et de surpeint a révélé un tableau en bon état, malgré 340 ans d'histoire. Bon, maintenant, il y a 13 ans de plus qui s'ajoutent. Il y a très peu de lacunes, sauf sur le pourtour, causées par les semences. Et il n'y a aucune déchirure juste un petit peu à certains endroits en bordure.
Cependant, il y a beaucoup d'usures dues au nettoyage dans le passé, surtout sur le ciel, le fleuve, les visages. Nous avons surtout fait une retouche localisée des usures avec un repiquage. La photo de droite donne une bonne idée du format de l'œuvre et de la finesse aussi de certains détails qu'on ne peut qu'apprécier lorsqu'on est au plus près de l'œuvre. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette œuvre pendant qu'elle est encore exposée au Musée des beaux-arts du Canada. Donc ici, avant la retouche, je vous montre les usures des deux principales figures dans les visages. Le retrait des surpeints a permis aussi de mettre au jour 3 petites embarcations qui se profilent à l'horizon, dont un navire qui est plus grand et bien visible au-dessus de la couronne de la France. Donc ça a été aussi une belle surprise. Nous avons bien sûr appliqué un vernis protecteur sur l'œuvre qui a aussi pour fonction de saturer les couleurs et d'obtenir plus de profondeur. Ces petits navires ici à l'horizon étaient très difficiles à distinguer avant d'appliquer ce vernis. Je termine en vous montrant quelques photos après restauration qui permet de voir un peu mieux certains détails. Donc, les deux principales figures. Ici, la Sainte Trinité et les angelots dans le haut du tableau, la Sainte Famille dans le bas et les détails dans le rendu des figures et des vêtements aussi. La partie haute, où on peut apprécier le feuillage original qui est plus clair et brossé de façon moins définie avec des contours très doux. Et je termine avec un incontournable, les photos avant et après, qui permettent d'apprécier toute la différence de ce que la restauration a apporté, tant dans la tonalité générale de l'œuvre que dans les détails retrouvés. Ici, on peut bien voir la différence dans le relief des montagnes, entre autres. Donc maintenant, nous avons un tableau du 17e siècle qui a retrouvé son intégrité et qui est au plus près, en tout cas, de l'original, parce que les matériaux, bien sûr, vieillissent comme toute chose. Et enfin, les données matérielles recueillies au cours de la restauration et qui documentent le travail de l'artiste participent aussi à une meilleure connaissance de l'œuvre. On peut affirmer que le peintre connaissait bien son métier et maîtrisait le savoir nécessaire pour réaliser une œuvre saine et solide. Les matériaux et la technique employée concordent avec une facture française du 17e siècle. Qui sait, peut-être un jour pourrons-nous comparer ces données techniques avec celles d'une autre œuvre et ainsi confirmer une éventuelle attribution. Et je termine en remerciant toutes ces personnes et tout particulièrement Sophie Roberge du Centre de conservation du Québec. Et j'aimerais rendre un hommage à Colette No qui nous a quittés il y a 3 ans et qui a participé à ce projet. Également Michel Elie, notre photographe au centre, qui a pris presque toutes les photos avant, pendant et après traitement. Un grand merci à tout le monde. Donc, la salle Croire au Musée national des beaux-arts du Québec, la présentation de la France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France. Vous allez comprendre pour la suite des choses. Il faut savoir, bon, le tableau, nous venons de le voir par l'excellent exposé de notre collègue Élisabeth Forêt. Évidemment, nous ne nous sommes pas parlé, les gens qui avaient à intervenir. Donc, il va y avoir quelques recoupements avec des informations que Pierre-Olivier a transmises d'entrée de jeu, des recoupements également avec ce que Laurier a annoncé dans sa présentation également. Également quelques recoupements avec Élisabeth, cela va de soi. Et j'en profite pour vous saluer tous et remercier les gens du colloque de m'avoir invité. Donc, évolution de l'analyse, s'adapter au goût du jour. Avant d'être exposé au Musée national des beaux-arts du Québec, le tableau a été exposé à quelques reprises et j'ai choisi de revenir il y a un peu plus de 50 ans, donc en voyant d'entrée de jeu la publication, la peinture au Canada des origines à nos jours de John Russell Harper, Painting in Canada History, qui a été publié en 1966 et où on fait la part belle à ce tableau qui est considéré donc très important à cette époque.
Et dans cette édition, le tableau est identifié comme suit. Elisabeth l'a évoqué tout à l'heure. Il est donc attribué au frère Luc, à Claude François, et la France apportant la foi aux Indiens, la Nouvelle-France, est le titre sous lequel est représenté le tableau, et il n'est pas daté. Donc, le tableau est abordé par Hubbard dans une section consacrée au frère Luc. L'auteur relève entre autres que l'œuvre manifeste un didactisme ostentatoire et note au passage que les guides de Québec du 19e siècle présentent la toile comme l'œuvre d'un franciscain qui l'aurait exécutée vers 1700. Donc, c'est ce qui est propagé comme information en 1966. L'année suivante, c'est l'exposition 300 ans d'art canadien, 300 Years of Canadian Art, qui est présentée à la Galerie nationale du Canada à Ottawa, en marge du centenaire de la Confédération canadienne. Et le commissariat de cette exposition-là, eh bien, c'est John Russell Hopper et Jean-René Ostigui. Donc, encore une fois, on fait la part belle à ce tableau dans cette grande exposition. Le tableau est toujours attribué au frère Luc, Claude François. Il s'intitule toujours « La France apportant la foi aux Indiens de Nouvelle-France », mais daté cette fois vers 1671. Portant le numéro 2 dans le catalogue, le tableau ne fait pas l'objet proprement dit d'une notice. Mais dans le texte qui le précède, le texte intitulé « Époque coloniale française », l'auteur, Hubbard, écrit entre autres: les Français ne trouvaient guère de source d'inspiration dans les arts assez pauvres des Indiens de l'Amérique du Nord. Au contraire, ce sont les premiers qui avaient quelque chose à offrir aux derniers. Donc ça a été publié comme tel dans ce catalogue en 1967. Laurier l'évoquait tout à l'heure. Avant 1967, le tableau a été donc exposé en 1945 à l'Art Gallery of Ontario dans la fameuse rétrospective canadienne, le développement de la peinture au Canada, 1665-1945. En 1965, à la Royal Academy de Londres, dans l'exposition Treasures from the Commonwealth. En 1966, à la Vancouver Art Gallery, dans l'exposition Images for Canadian Heritage. Et après 1967, à Houston, au Texas, donc au Houston University Art Museum of Texas, dans l'exposition Canadian Landscape Paintings 1670-1930. En 1984, publication du catalogue et évidemment exposition Le Trésor du Grand Siècle, présenté au Musée du Québec à Québec du 24 mai au 5 août 1984, commissariat de Luc Noppen et René Villeneuve. On voit une première notice publiée dans ce catalogue d'exposition, j'insiste. Donc, cette fois, l'artiste devient anonyme, un artiste de France du 17e siècle. Le titre a été remplacé, La France apportant la foi aux Hurons de la Nouvelle-France, et il est daté cette fois vers 1670. Évidemment, on doit à François-Marc Gagnon l'usage du terme Huron plutôt qu'Indien. Gagnon, comme vous le savez, traite du tableau qui n'est pas reproduit en annexe de son ouvrage La conversion par l'image qui est paru en 1975. Il s'agit dans cet ouvrage, dans ce texte, d'un état de la question où sont soulevées des questions comme la provenance, la datation du tableau, l'année de l'arrivée de ce tableau-là, son lien avec les tableaux Desjardins, entre autres, et l'auteur soulève des questions, avance des hypothèses. Donc, toujours dans cette exposition de 1984, Le Trésor du Grand Siècle, le tableau porte le numéro 14 et il est l'objet d'une première notice complète dans un catalogue d'exposition, mais cette notice n'est pas signée. Bon, c'est Luc Noppen et René Villeneuve qui sont les auteurs au catalogue. La notice apparaît dans une section qui est consacrée au roi de France. Qualifiée par l'auteur d'œuvre la plus célèbre de l'histoire de l'art de la Nouvelle-France, la toile est abordée sous un angle historique mettant en relief l'aspect du don à l'Église de la Nouvelle-France par les Hurons. Évidemment, il s'agit d'une trace tangible de conversion, du rôle de l'abbé Philippe Jean-Louis Desjardins dans la dispersion des biens des Jésuites et de la rareté au pays de ce type de témoignage artistique. La même année, quelques semaines plus tard,
c'est la publication du catalogue d'exposition et évidemment ouverture de l'exposition Le Grand Héritage de l'Église catholique et les arts au Québec, qui est présenté au Musée du Québec à compter du 10 septembre jusqu'au 13 janvier 1985, en marge de la visite du pape Jean-Paul II, commissariat de Jean Trudel. Plusieurs connaissent évidemment cet ouvrage. La couverture du catalogue fait la part belle à notre tableau. Ça montre évidemment son importance. Et il contient, ce catalogue, une notice très fouillée qui est signée François-Marc Gagnon, qui théorise alors, évidemment, on le sait, sur l'œuvre depuis plusieurs années. L'auteur annonce d'entrée de jeu que le tableau illustre à lui seul toute la conjoncture de l'évangélisation des Indiens telle qu'on le concevait au XVIIe siècle, expliquant du fait la conversion par l'image impliquant une longue et lourde chaîne de transmission. L'auteur explique ensuite l'intention historique du tableau par une succession d'événements. La suite concerne la présence du tableau chez les Ursulines, évidemment historiquement voisine des Jésuites, on connaît l'histoire, et le tableau est exposé dans une salle consacrée aux Jésuites. Donc, c'est vraiment le contexte de présentation comme tel, une magnifique photo de Patrick Altman datant de 1984 de l'exposition Le Grand Héritage. En 1989, Jean Simard aborde le tableau dans son ouvrage « Les arts sacrés au Québec ». Cependant, Simard n'apporte rien de neuf à la connaissance du tableau et en traite sous l'angle de l'imagerie missionnaire. Évidemment, le titre est sensiblement le même, la France apportant la foi aux Hurons de la Nouvelle-France, et il est daté vers 1670. En 2012, c'est la publication de l'ouvrage « Les arts en Nouvelle-France » qui sert également de catalogue à l'exposition du même nom présentée au Musée national des beaux-arts du Québec du 2 août 2012 au 2 septembre 2013, commissariat de mon collègue Laurier et moi-même. Donc, cette publication qui fait encore une fois la part belle au tableau. L'artiste, c'est un peintre français non identifié, la France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France, et le tableau est daté cette fois vers 1666. Donc, Laurier aborde le tableau dans son chapitre 1660-1710, le temps de l'implantation, l'art comme symbole, mais plus précisément dans la portion intitulée « L'émergence d'une iconographie missionnaire ». Il se colle donc à cet extrait qu'il a cité tout à l'heure du Journal des Jésuites de 1666 et qui dit « Les Hurons nous font présent pour contribuer quelque chose à la bâtisse de notre Église, entre autres pour un tableau qui marque comme ils ont embrassé la foi ». L'auteur précise également que la toile résume l'idéologie missionnaire parrainée par le gouvernement royal en même temps qu'un mode d'évangélisation, soit l'utilisation de l'image comme support du discours. Enfin, Laurier rapproche stylistiquement le tableau du travail d'un Grégoire Huret, ce qui constitue une hypothèse très intéressante. Voilà ce cher Laurier, montrant le tableau dans la chapelle conventuelle des Ursulines de Québec. Nous l'avons évoqué par les présentateurs précédents que ce tableau est inaccessible. C'est Elisabeth d'ailleurs qui l'a mentionné. Ce n'était pas possible de pouvoir l'analyser simplement parce qu'il était inaccessible. Et voilà l'œuvre dans la salle qui était consacrée aux arts en Nouvelle-France. En 2018, c'est le redéploiement des collections historiques au Musée national des beaux-arts du Québec. Ce redéploiement est fait sous le thème de 350 ans de pratiques artistiques au Québec. On y crée les salles croire, devenir, ressentir, imaginer et revendiquer. Et ces salles sont accessibles au public depuis le 15 novembre 2018. Et je dois, à ce stade-ci, vous lire les textes d'Annie Gauthier, qui était à l'époque directrice des collections et de la recherche, et celui d'Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne, à qui on a confié le commissariat du redéploiement des collections historiques. En ce qui concerne Annie Gauthier, ça se lit comme suit. Habituellement, les musées présentent l'histoire de manière linéaire et chronologique à partir des objets dont ils disposent dans leur collection. Or, qu'en est-il lorsqu'ils souhaitent faire l'inverse,
c'est-à-dire tenir des propos autour desquels il ne possède aucune œuvre? À cette question, nous avons réfléchi collectivement. Certains avaient l'ambition de combler les manques de nos collections, une idée vertueuse, mais peu réaliste dans les délais impartis, et vu la rareté des objets anciens et leur coût devenu aujourd'hui exorbitant. D'autres suggéraient des emprunts aux institutions muséales partenaires, stratégie que nous avons employée dans certains cas, mais qui nous écarte quelque peu de notre but premier, celui de déployer la collection nationale. Ces discussions nous ont menés loin car elles ont provoqué en nous des prises de conscience foudroyantes concernant, entre autres, les absents. C'est ainsi qu'en parallèle de l'élaboration de ces expositions, nous avons adopté de nouvelles priorités stratégiques en matière d'acquisition d'œuvres d'art qui visent un meilleur équilibre des genres, des générations et des pratiques des artistes sélectionnés, ainsi qu'une meilleure représentation des artistes d'origine culturelle diverses et des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Grâce à nos recherches, aux expositions que nous présentons et aux activités que nous concevons et réalisons au musée, nous participons à l'écriture de l'histoire du Québec. Ainsi, nous nous devons de prospecter plus largement et de promouvoir une idée québécoise plurielle et inclusive. Dans le cadre de ces 5 expositions, nous avons fait le pari d'inscrire les œuvres d'autrefois dans notre contexte socio-politique actuel et en nous permettant certains écarts afin d'ouvrir un dialogue inhérent aux œuvres qui abordent des sujets controversés. Nous avons choisi de ne pas censurer les œuvres qui présentent des contenus indéfendables aujourd'hui, afin que la réflexion suscitée puisse porter ses fruits jusqu'à engendrer une responsabilité sociale accrue et partagée collectivement. Dans le cas de Mme Bouchard, ma collègue Anne-Marie, elle écrit ceci: « Une histoire peut cacher toutes les autres. » Le caractère peu inclusif de l'histoire de l'art s'attire des critiques depuis fort longtemps. Qu'il s'agisse de la sous-représentation des femmes artistes, des Autochtones et des personnes issues de la diversité dans les collections muséales, ou encore de leur représentation stéréotypée comme sujet des œuvres, le même constat revient sans cesse. L'examen de conscience tarde à se faire, en particulier dans les musées, sur notre propension à adopter le regard et la trajectoire typique de l'homme blanc pour juger de la valeur de tous les autres. Bien que l'on consacre parfois des expositions monographiques temporaires à des figures laissées en marge, ces mêmes figures se voient retarder l'accès aux salles de collection permanentes. Et pour cause, elles ont été collectionnées de manière secondaire. Les rares exemples d'œuvres collectionnées auront, des dizaines d'années suivant leur acquisition, des dossiers de recherche anémiques, voire vides, ou n'auront pas été priorisés dans les programmes de restauration. Il en résulte des conditions de recherche, de conservation et d'exposition défaillantes. Ces constats difficiles ont été faits en amont du présent redéploiement. La collection du MNBAC compte moins de 4 000 œuvres de femmes artistes sur un total de plus de 36 000 œuvres. En l'absence de classification systématique, il est impossible de générer de semblables statistiques au sujet des artistes autochtones ou issus de la diversité, mais nous pouvons, sans crainte de nous tromper, affirmer que leur nombre est certainement moins important que celui des femmes artistes. Par conséquent, il n'est pas non plus possible de croiser ces données pour en tirer des statistiques intersectionnelles. Face à ce constat, 2 questions s'imposent. Sommes-nous condamnés à réécrire sans cesse la même histoire? Pouvons-nous être une institution engagée dans notre communauté si l'histoire que nous célébrons est exclusive? Aller au-delà des apparences. De nombreux musées font aujourd'hui le pari de la transparence afin de bâtir de nouvelles relations avec leur public. Plutôt que de se positionner comme détenteur du savoir sur les œuvres, le musée devient un lieu de convergence et de partage des savoirs. Afin d'amorcer cet échange, il lui incombe de réévaluer l'expérience des œuvres et des savoirs qu'il offre au public en permettant à celui-ci de voir au-delà des apparences. Dans un musée transparent, l'œuvre devient une porte ouverte sur les fonctions muséales autrefois camouflées dans une présentation et un discours parfaitement maîtrisés. C'est la voie qui a été choisie pour le redéploiement des collections d'art ancien et moderne.
Notre transparence s'incarne dans la scénographie, vous allez la voir tout à l'heure, dans la multiplication des intervenants partageant leur savoir et dans une ouverture à une nécessaire auto-histoire des femmes, des Autochtones et de la diversité culturelle. Aller au-delà des apparences implique aussi une attitude scientifique nouvelle devant les œuvres. Quoique les femmes artistes demeurent minoritaires dans notre collection, il est possible de mettre mieux en valeur leur contribution et plus largement de traiter des enjeux soulevés par l'omniprésence des sujets féminins en salle. Le même renversement de perspective est possible avec les nombreuses représentations des Autochtones qui sont autant d'alibis pour aborder de front des questions parfois historiques, parfois contemporaines, qui donnent une résonance inédite et actuelle à notre collection. Notre redéploiement met en scène à toutes les époques des artistes ayant immigré sur le territoire du Québec en provenance d'une grande diversité de pays, quoiqu'un vaste travail reste à faire pour témoigner de manière exhaustive de cette diversité. Leur présence dans notre collection atteste déjà de leur contribution remarquable à l'histoire de l'art du Québec, mais la plus grande part de cette histoire inclusive reste à écrire. L'appel est lancé à celles et ceux qui s'y consacrent déjà ou qui souhaitent s'y consacrer. La salle Croire, voilà la fameuse salle. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une présentation qui a la forme d'une réserve ouverte, où au centre, la sculpture est mise en valeur et sur les côtés, sur les pourtours, ce sont les œuvres, les toiles, les tableaux. Concernant cette salle, donc Croire, bien que diverses cultures aient été présentes sur l'actuel territoire québécois au cours des millénaires qui ont précédé l'arrivée des Français, le sort réservé aux Autochtones dans l'histoire du Québec se reflète dans celle de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. La culture coloniale est devenue la valeur de référence. Il y a de cela quelques 500 ans, et notre collection s'est constituée en prenant pour point de départ la Nouvelle-France. Cette salle témoigne de l'émergence des pratiques artistiques au XVIIe siècle, époque largement dominée par l'importation d'œuvres en provenance de France. D'abord de petites dimensions pour être aisément transportables, les premiers objets d'art à traverser l'Atlantique servent différentes fonctions de dévotion et de traite. La création d'établissements coloniaux permanents stimule la production artistique, surtout religieuse, les besoins en ornementation monopolisant les commandes. Entre le début du 18e siècle et la conquête de 1759, la Nouvelle-France devient autonome en matière de sculpture, d'orfèvrerie et de broderie, alors que les œuvres picturales continuent de provenir en grande partie de la métropole, bien qu'apparaisse une importante pratique de la peinture votive. L'isolement de la colonie durant l'après-conquête provoquera par nécessité le développement des arts. Les tableaux religieux et les portraits particulièrement recherchés seront alors réalisés par des artistes immigrés et les premiers artistes nés ici, mais formés en Europe. Ensuite, un lien avec la collection des Jardins. Donc, en 2018, le musée choisit de publier un magazine en marge du redéploiement des collections historiques dans lequel on fait la part belle, encore une fois, à ce tableau. Le tableau est identifié « La France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France », daté vers 1666, comme nous l'avons fait dans l'exposition de 2012-2013 « Les arts en Nouvelle-France ». Anne-Marie Bouchard et Andréane Lesage, qui est une Wendat, signent la notice suivante. Réalisé par un artiste français encore inconnu à ce jour, le tableau « La France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France » a été offert aux Jésuites en 1666 par les Wendat, rebaptisés les Hurons par les Français. Il est aujourd'hui la propriété des Ursulines de Québec. Riche en symboles, l'œuvre permet d'aborder divers aspects du contexte colonial et politique de la Nouvelle-France. Au XVIIe siècle, la Nouvelle-France, qui couvre un territoire allant du nord du Québec à la Nouvelle-Orléans, en passant à son apogée par les Grands Lacs, compte parmi les colonies du Royaume de France. La présence française s'intensifie à partir de la fondation d'une première colonie pérenne à Québec en 1608. Les colons y côtoient les peuples autochtones qui occupent le territoire depuis des milliers d'années. Cette cohabitation forcée ne se fait pas sans drame ni tension. Néanmoins, certaines nations autochtones forment des alliances avec les colonisateurs. C'est le cas des Wendat ou Hurons. Le tableau témoigne de la christianisation de cette nation et suggère la suprématie spirituelle et politique française.
Incarnant ce double pouvoir politique et spirituel, la reine de France, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, est représentée au premier plan avec des attributs royaux, couronne, manteau royal au motif de fleurs d'Elysée brodé d'hermine, collier d'or décoré de la croix de l'ordre du Saint-Esprit. Elle offre à son sujet un tableau dans lequel figure la Sainte Trinité, ainsi que Marie-Joseph, Anne et Joachim. Elle pointe ces mêmes personnages qui prennent place dans le ciel, affirmant ainsi la véracité de sa parole. En plus d'utiliser le discours chrétien parrainé par le gouvernement royal français, la France apportant la foi aux Hurons de Nouvelle-France représente l'un des modèles d'évangélisation privilégiés par les missionnaires, l'image comme support du discours. Cette technique, aussi appelée l'évangélisation par l'image, a été utilisée dès les premières missions chrétiennes en Amérique du Nord et a rapidement démontré son efficacité. De nombreux témoignages de prêtres, jésuites et récollets sulpiciens mentionnent la fascination des Autochtones pour les livres illustrés, gravures et autres types d'images qui leur étaient auparavant inconnus sous ces formes. La compréhension des concepts abstraits de la religion catholique racontés par les missionnaires était également facilitée par ces illustrations. Bien que cette œuvre puisse nous renseigner sur les dynamiques politiques et religieuses de la Nouvelle-France, elle n'en demeure pas moins une représentation inventée par un artiste n'ayant probablement jamais mis les pieds en Amérique. L'Autochtone représenté est un exemple de ce décalage entre l'image et la réalité. Ni son apparence physique, ni ses attributs vestimentaires ne concordent avec les caractéristiques ethnologiques de la culture Wendat. L'artiste semble plutôt s'être inspiré de gravures qui circulaient en Europe au XVIIe siècle et peut-être de descriptions littéraires de l'apparence physique et des tenues vestimentaires des Autochtones. Le tableau est mis en relation en salle avec les œuvres suivantes. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un grand écart de format entre notre tableau et cette petite représentation de Mère Louise Soumande de Saint-Augustin qui date de 1708 par Michel Dessaillant. Un tableau de morte, vous en avez sans doute entendu parler, et cette toute petite huile sur cuivre qui était privilégiée par les missionnaires parce qu'elle était facile à déplacer et on en trouve encore quelques nombreux exemplaires. L'œuvre est également mise en relation avec un autre tableau que l'on voit à droite ici, celui de François Baillarger, intitulé « Saint-François-Xavier prêchant aux Indiens ». Très intéressant de constater que cette représentation est très campée sur la réalité, qui est celle que Saint-François-Xavier a terminé sa vie en Inde et effectivement, il a fait un prêche auprès des Indiens. Donc, c'est le faciès que Baillarger a privilégié dans la représentation des personnages et c'est aussi une nature exotique qu'il met en scène. Alors, quand on fait la comparaison entre les deux, je veux dire, on est aux antipodes. Mais cependant, cette année, nous avons fait une nouvelle acquisition et je m'en suis chargé moi-même avec ça. Donc, ce Saint-François-Xavier prêchant aux Amérindiens, qui lui a une saveur beaucoup plus campée sur la réalité, donc avec une nature beaucoup plus proche de la réalité québécoise et des personnages qui, eux, ont des attributs également associés, plus réalistes aux communautés autochtones du Québec. Alors, quand on compare les deux, il y a un océan qui sépare ces deux réalisations, ces deux tableaux d'histoire destinés aux églises, et on est davantage dans un discours beaucoup plus campé sur la réalité. Voilà, ça se termine comme ça. Voilà. Bonjour. Hello. Welcome to Painted Visions, Visualized Paintings, revisiting La France apportant la foi au Wendat de Nouvelle-France. While the article I published in 1997 on La France apportant la foi in the Oxford Art Journal provided one of the first deep contextualizations of this important image within the shifting landscape of the settler colonial economic, social, religious, and even educational administration in New France beginning in the 1660s, I do not want to speak to you today about whether the conclusions I drew about these aspects have been borne out by subsequent research. Indeed,
my work in the last 2 decades has taken me far from this early career scholarship, and I would rather leave its corrections to current experts in the field. Nonetheless, in revisiting this scholarship today, I feel that the strongest contributions of that article were to articulate the gender ambiguities of the personifications of nation, of France and the Wendat, and to acknowledge the creation of a subject and viewing position, however limited it might be, for the indigenous population of New France. But for my talk today, I feel I am now better equipped to reflect on what I meant in that essay by powerful painting, as it is not just that the viewer within and without the painting submits to royal authority and settler colonial control, he or she also succumbs to the power of the painter. This use of the painting within the painting, one that is of similar size and shape to the actual painting that it appears in, as central to the narrative advanced by La France apportant la foi, is an astoundingly clever and self-reflexive mise en abîme, one that generates as much interest for me today as it did 25 years ago. In order to shape my discussion, I would like to take a closer look at some things I did not sufficiently address as important 25 years ago. Specifically, the issue of doubling and difference in the painting. The doubling or repetitions overlap to the extent of the appearance of 2 personifications of nation, both female, 2 holy families with Saints Anne and Joachim, 2 patriarchal fathers, 2 Christs, and 2 paintings. Let's add here that if the personification of France is meant to be Anne of Austria, then it is 3 Annes. In relation to these repetitions, other than the most obvious distinction between indigenous and European, we also note the following critical differences. Heavenly vision versus earthly painting. The painting within the painting is literally on the ground. And within the twin assemblages of the Holy Family, the beholder encounters a bearded Christ above and a beardless one in the embedded image below. This distinction in particular is worth pondering. Given the complexity of this painting, the inclusion of bearded Christ in the heavenly vision and a beardless one in the religious painting being exchanged at the center of the narrative is unlikely to be the result of accident or oversight on the part of the artist. Images of the bearded Christ emerged in the 4th century and were well established by the following century in the Eastern Church. Images of a youthful, beardless Christ abound, however, in early Christian catacombs, where classical prototypes required appropriation and reworking. For instance, in several catacomb frescoes, Christ appears as a type of Orpheus with his lyre, or Hermes in his role as the Good Shepherd, who carries a lamb around his neck. As a result of the Renaissance and the reintegration of pagan classical sources into visual and literary cultures, beardless or near beardless Christs reemerge, often in highly self-conscious images. Raphael's Christ Blessing of around 1505, also known as the Pax Vobiscum, about which very little is known, draws its influence from Leonardo's Salvator Mundi types and the numerous copies, as in this version of 1508 by a follower. Interestingly, Raphael's Christ Blessing is rumored to be a self-portrait, thus making equivalences between the divine hands of Christ and those of the painter. Michelangelo's Judging Christ in the Sistine Chapel, a massive, muscular, beardless Apollo, was seen as problematic upon unveiling and linked to its maker's own aesthetic interests to the detriment of orthodox religious doctrine and accepted decorum. What I want to suggest here is that the painting within the painting in La France apportant la foi displays its debt to this early modern imagery. 3 steps narrow as they recede into an apse-like niche where the enthroned Christ is positioned. And this niche appears to make use of a simple Doric order of architecture. Furthermore, Christ's companions
despite their animated gestures, form the stable pyramid of a Sacra Conversazione of the type developed by Giovanni Bellini, also repeating Bellini's penchant for an odd number of figures. Although, as far as I know, this is the only Sacra Conversazione that displaces Mary and the child as the central figures for the adult beardless Christ alone. The members of the Holy Family are, as well, positioned along the orthogonals of the image within the image's perspectival system, whose vanishing point lies directly behind Christ's head, as it does with Leonardo's Last Supper in Santa Maria delle Grazie in Milan. Christ's gestures in La France apportant la foi are an amalgamation of Raphael's Pax Vobiscum hand position and Michelangelo's open-handed gesture. And the foreshortened projecting knee and advancing foot of Christ, see here and here, also seem to be drawn from Michelangelo. In fact, these hand gestures are also uncannily replicated by the personifications of France and the Wendat on either side of the painting within the painting. The red robe used by Raphael, signifying Christ's passion, also materializes draped over his upraised hand in La France apportant la foi, and the Savior's sickly, mannerist pink-hued undergarment bears some resemblance to the cloth here that drapes loosely around Christ's body, and also a reference, I think, perhaps to this pink of Mary's garment under her blue mantle. The painter of La France apportant la foi may or may not have been aware of these 15th and 16th century works. One image of a beardless Christ that the artist was more likely cognizant of, given its later date and extensive copying, was Caravaggio's Supper at Emmaus, bought by Ciriaco Mattei, the younger brother of Cardinal Girolamo Mattei, who actually started his collection of quote-unquote modern paintings with works by Caravaggio. This painting features a beardless Christ based on the earlier Christian convention, and it is also a painting like La France apportant la foi. It is a painting in which another painting is literally embedded. On the front edge of the table, covered by an Eastern carpet and a pure white linen tablecloth, appears the artist's earlier standalone still life of a basket of fruit, a repetition with a difference. Furthermore, another painting is repeated here as well, as Lorenzo Pericolo has noted, in that Caravaggio's Christ was modeled upon Leonardo's Last Supper. Both figures are deeply engrossed in contemplated acts of blessing and consecrating bread, with downcast, half-closed eyes and parted, whispering lips. The repetition is so pronounced that Caravaggio's Christ is, quote, the elusive and disguised double of Leonardo's, unquote. The historia referred to here is that of two disciples who are joined by Christ on the road to Emmaus. They do not recognize him. The stranger is invited by the disciples to share their meal, and when he breaks and blesses the bread, they recognize him as the risen Christ. Despite what Caravaggio's detractors claimed, this painting was biblically and doctrinally correct because the painter made use of a less often cited biblical passage from the Gospel of Mark, which states that Christ appeared to his two disciples, quote, in another form, unquote. I'm going to come back to that shortly. In this regard, doubling is further emphasized by presenting the innkeeper as the double of Christ, since the innkeeper's shadow with a halo-like shape around his head appears directly behind this Son of God appearing in an alternate form. Without question, then, the Supper at Emmaus is a painting in which doubling and techniques of mise en abîme are emphasized. In this regard, I would like to introduce another painting of the Supper at Emmaus that self-consciously indulges in repetition, indifference, and mise en abîme.
In Velázquez's split painting devoted to this theme, a low genre scene, bodegón, fills up the foreground and most of the painting, while the high religious historia in which Christ dined with his disciples unbeknownst to them appears through an embrasure in the background. This is another painting featuring an image within the image whose theme, other than the visionary revelation of the risen Christ, the theme is, like La France apportant la foi, the conversion to Christianity of a subjected, othered group of people. For this kitchen worker is a female African slave. She is listening, inclining her head, and appears to turn her half-opened eyes toward the scene in the background where one of the disciples lifts his own head toward Christ in dawning recognition. The light of faith is figuratively juxtaposed with the darkness of unbelief. Velázquez even creates a formal analogy between Christ and the woman by depicting their poses as mirror images of one another, in which each figure raises one hand and rests the other on the table. Conversion doubles her as she is literally rendered in the image and likeness of the Lord. This painting was likely owned by one of Seville's slave-owning elites and surely hung in one of the city's aristocratic homes, where it was seen by household members of both genders and by Spanish, white, and Black African individuals. In other words, the painting was seen by several African slaves who resembled the depicted woman. Numerous African slaves in Seville were hostile to the Christian teaching imposed on them, but many domestic slaves may have actually seen themselves in Velázquez's image and used it to help explain the relevance of Christianity to their lives as evidence of some spiritual comfort in the face of material and physical hardship. Michael Fried has argued that in Caravaggio's Supper at Emmaus, there is a palpable tension between its religious content and the various techniques of address and specularization the image deploys. One can also apply this argument to Velázquez's painting. The paintings are witty showcases of illusionistic skill in how they invite their patrons to revel in the picture's artificiality, technical perfection, and self-consciousness as a collector's piece. For example, in addition to the basket of fruit in Caravaggio's painting, Christ's gesture of blessing, the spread arms of the disciple at right, and the elbow of the disciple in the left foreground all seem to penetrate into the realm of the viewer. With these devices, the beholder is made to join the men at the table in an act of seeing and recognizing. Velázquez uses the realism of his foreground bodegón to collapse the distance between the space of the viewer and religious narrative, and confines the latter to an ambiguous embrasure that can be read as both painting and window. This extension of pictorial space into the realm of the viewer in both of these suppers at Emmaus presupposes a reflection on the early modern idea of the canvas as a transparent membrane that allows the eye to penetrate into the depths behind. However, in order to project forward, the canvas must also be construed as tangible and opaque. The physical structure of the painting must be revealed in some way. According to Sybil Ebert Schifferer, in the Caravaggio, it is revealed through the use of the linen tablecloth, seemingly made of the same high-quality Flanders linen as the very surface the image is painted on. This linen cloth refers to the surface upon which the Supper at Emmaus is painted, but the embedded painting of the fruit still life also rests on this cloth, from where it too projects into our space. Velázquez's painting includes a tangible, crumpled white cloth on the foreground table that is physically the closest object to the viewer, and it is placed in juxtaposition with a metal bowl dramatically tipped forward, its insides reflecting a window that is on our side of the painting. The slash of white emerging from the domestic slave's dark garment directly above this cloth symbolizes an emergent interior transformation, but also hints at the canvas beneath.
I would like to point out here that comparable aspects of the generation of depth and its blockage of a play between recession and projection is present in the doubling implemented in La France apportant la foi. First of all, the painting within the painting is repeated in another form, in the heavenly vision featuring the same figures that appears at the top of the image. The closeness and immediacy of painting as a physical object is stressed for both the indigenous figure in the painting and for the viewer on our side of the scene. And this is placed in tension with the recession of the distant landscape, which painting within the painting partially blocks, and with the fleeting ephemerality of the vision above. The hand gestures performed by France echo those of Christ in the painting within the painting. But whereas in the vision above and the painting within the painting, Christ's open hand is suspended in midair, France's hand physically rests upon the frame of the painting, supporting it and enabling the process of viewing. We can take these repetitions and differences even further and note how that bent knee and advancing foot of Christ in the mise en abîme scene is doubled by both the genuflecting indigenous figure representing the Wendat and the personification of France. And in both cases, these knees, here and especially here, these knees advance into the space on our side of the painting within the painting. France's knee emerging from an open slash in her rich gown is, upon closer consideration, as provocative a feature as the torn fabric on one of the apostles' elbows in Caravaggio's image, hinting at a potential rupture of the window created by the canvas that knee is adjacent to. If there is yet another way we can connect Caravaggio's and Velázquez's paintings of the Supper at Emmaus and La France apportant la foi, it is surely through how the images grapple with the materiality and immateriality of each scene's visionary aspects. It is no accident that these pictorial translations of the moment of recognition at Emmaus also stressed the moment of wanting to reach out and hold on, because according to the Gospels, the apparition of Christ in disguised form vanished once he was identified by the disciples. But with La France apportant la foi, the moment of recognition associated with the vision indicated to the genuflecting subject by France does not vanish. It is literally captured in an oil painting presented to that subject and to the viewer, who may in all actuality have been the same indigenous subject. What La France apportant la foi reveals to us, more directly than with Caravaggio's and Velázquez's experiments, is that it is the art of the painter alone that is capable of making such visions last. My drawing in here of the works of Raphael, Michelangelo, Caravaggio, and Velázquez, generated by the disjuncture between the bearded and beardless Christ in La France apportant la foi, reveals the likelihood of a sophisticated artist in New France signaling a meta-pictorial illusion about the elevated status of painting itself in the late 17th century, and painting's ability to make material and permanent a vision of the Holy Family above that is as ephemeral as the clouds that convey it. In sum, the nature of the image's construction tells us that this painter had a theoretical and self-reflexive view of their chosen art, and that the producer of the image articulated at the core of this work an innovative understanding of the early modern tension between paintings and visions. What is the message of La France apportant la foi au Wendat de Nouvelle-France? The vision will fade, but the painting remains. Thank you.